Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales. Je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, la protectrice du citoyen a déposé hier un rapport accablant concernant la gestion de la plainte du lanceur d'alerte Louis Robert. En réaction à ce rapport, le ministre de l'Agriculture a annoncé la démission du sous-ministre du MAPAC. La vérité, c'est que le sous-ministre a tout simplement devancé d'1 mois sa retraite. En janvier dernier, le ministre de l'Agriculture s'est retrouvé dans la controverse en raison de ce congédiement. Il s'était alors vanté de l'avoir personnellement congédié avant de se rétracter. Il a changé 4 fois sa version des faits et peu importe la version, il a toujours cautionné le congédiement du lanceur d'alerte. Le ministre laissait entendre que plusieurs facteurs avaient mené à ce congédiement. Et ce qui est pire, Monsieur le Président, c'est que le premier ministre a tenu le même discours que son ministre de l'Agriculture. Il a également refusé de réintégrer le lanceur d'alerte à l'époque. C'est un manque de jugement flagrant. Je comprends que le premier ministre s'est excusé ce matin, mais c'est un peu tard, surtout que son ministre a refusé de le faire. Vous avez terni la réputation de M. Robert sur la base de oui-dire de votre ministre de l'Agriculture. Est-ce que c'est vraiment digne d'un premier ministre? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le sous-ministre Marc Dion était à la retraite. Et Laurent Lessard, qui était à l'époque ministre dans un gouvernement libéral, a convaincu M. Dion de sortir de sa retraite et de venir travailler au ministère de l'Agriculture. Les faits qui sont reprochés à M. Dion sont déroulés en grande partie pendant que le gouvernement libéral était au pouvoir. S'il vous plaît. Monsieur le Président, le processus qui a mené au congédiement de M. Robert a été mal géré. Et c'est ce que la protectrice du citoyen nous a dévoilé. Maintenant, le sous-ministre, M. Dion, nous a offert sa démission. On a eu un conseil des ministres ce matin pour accepter cette démission. Il était prévu à son contrat original qu'il y aurait un montant de 33 000 $ qui serait versé lorsqu'il terminerait son contrat. Ce que je comprends, c'est que oui, il y a eu de graves erreurs administratives. Il semble que ce n'est pas évident que le gouvernement aurait pu congédier M. Dion, mais c'est lui qui a décidé de donner sa démission. Donc, Monsieur le Président, je veux répéter au nom de l'État québécois mes excuses à M. Robert et on va travailler à voir avec lui comment on peut le réintégrer, comment on peut le compenser financièrement. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture a laissé entendre également que d'autres informations sur le congédiement de M. Robert seraient rendues publiques et vous avez également tenu ce discours. Est-ce que vous croyez que les employés de l'État puissent maintenant avoir confiance alors que le premier ministre lui-même a porté atteinte à la réputation de M. Robert? Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, le chef de l'opposition prête des intentions au premier ministre. Je pense qu'il doit faire preuve de réserve dans ses propos et qu'il doit être prudent, Monsieur le Président. Soyez prudents tous dans les propos que vous utilisez. La réponse du premier ministre. Oui, Monsieur le Président, à l'époque, il y a des représentants du Parti libéral qui ont dit la seule raison pourquoi Louis Robert a été congédié, c'est parce qu'il est un lanceur d'alerte. Évidemment, on le voit dans le rapport de la protectrice du citoyen qu'il y a beaucoup plus que le fait d'être un lanceur d'alerte. Donc, le processus n'a pas été bien suivi. C'est un processus qui est administratif, qui était sous la responsabilité du sous-ministre. Le sous-ministre a démissionné. Son contrat devait se terminer le 19 juillet et on a décidé de le terminer aujourd'hui. En terminant. Donc, Monsieur le Président, je pense que les gestes qui devaient être posés... Deuxième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Parce que le ministre de l'Agriculture, il s'est lavé les mains de toute responsabilité dans ce dossier. Il a même tenté de faire croire que le sous-ministre avait démissionné à la suite du rapport de la protectrice alors qu'il quitte pour la retraite. C'est totalement inacceptable, Monsieur le Président. Qu'est-ce que le premier ministre attend pour congédier son ministre de l'Agriculture? Monsieur le Premier ministre. Monsieur
Monsieur le Président, je le répète, la majeure partie des erreurs administratives sont arrivées pendant que le gouvernement libéral était au pouvoir. Maintenant, ce qu'a dit le chef de l'opposition officielle n'est pas tout à fait exact. Le contrat devait se terminer le 19 juillet. On a décidé, on a approuvé en Conseil des ministres aujourd'hui que son contrat va se terminer aujourd'hui. Troisième complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, il y a eu ABI, il y a eu Vélan, il y a eu DARE. On voit que le premier ministre ne protège jamais les travailleurs. Au contraire, il les attaque publiquement. Il a refusé de réintégrer Louis Robert cet hiver. Il n'a même pas voulu lui accorder le bénéfice du doute. Pourquoi vous vous acharnez sur les travailleurs, Monsieur le premier ministre? C'est quoi cette manie? Gouvernement. Monsieur le Président, c'est la deuxième fois que le chef de l'opposition officielle prête des intentions au premier ministre. Je pense qu'il peut poser ces questions, Monsieur le Président, dans le respect de sa fonction, et ce n'est pas ce qu'il fait présentement. Je demande encore une fois, permettez-moi, juste avant, Monsieur le leader de l'opposition officielle, de faire attention à ne pas imputer de motif, à suivre les règles que nous nous sommes données également. Je vous demande tous votre collaboration. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, jusqu'à ce que la protectrice du citoyen dépose son rapport, j'ai pris la parole du sous-ministre Dion. Sous-ministre, je le rappelle, qui avait été choisi par Laurent Lessard, par le gouvernement libéral. Malheureusement, le rapport de la protectrice nous dit que M. Dion a mal géré ce dossier. Il nous a offert sa démission et on a décidé ce matin de mettre fin à son contrat. Je pense que c'est la façon de traiter les employés. Je ne vois pas pourquoi le chef de l'opposition officielle aurait voulu qu'on traite le dossier de façon différente avant d'avoir le rapport de la protectrice générale. Question principale, Madame la députée de Maurice-Richard. Je vous remercie, Monsieur le Président. Le rapport de la protectrice du citoyen déposé hier sur la gestion de la divulgation du lanceur d'alerte Louis Robert est accablant. Il souligne des manquements majeurs, de graves problèmes au MAPAC. Puis quand on regarde la séquence des événements et l'implication du ministre de l'Agriculture, honnêtement, Monsieur le Président, il n'y a pas moyen de faire pire. Louis Robert a voulu alerter la population d'une situation inquiétante pour la santé publique. Le ministre et le premier ministre ont terni sa réputation sur la place publique. Le ministre s'est vanté d'avoir autorisé personnellement son congédiement. Il a expliqué l'avoir congédié sur des intuitions, Monsieur le Président, un feeling. Et malgré cela, hier, le ministre a refusé de lui livrer ses excuses. Monsieur le Président, en tant que ministre de l'Agriculture, il est responsable de rien dans son ministère. Quand son sous-ministre l'a informé du dossier, il n'était pas là. Quand le lanceur d'alerte Louis Robert a été congédié le 24 janvier dernier, il n'était pas là. Quand la principale personne blâmée par la protectrice du citoyen a été promue sous-ministre du MAPAC, il n'était pas là. Quand un ministre peut dire « on se fera en conférence de presse » qui n'était pas là, Monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, le premier ministre, ce matin, au nom de l'État québécois, a offert ses excuses à M. Louis Robert. À ce titre, au nom du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, j'offre aujourd'hui mes excuses à M. Louis Robert. Ceci étant dit, Monsieur le Président, quand on parle d'excuses, je voudrais vous rappeler que tous les faits rapportés dans le rapport de la protectrice du citoyen sont survenus entre le 30 octobre 2017 et la mi-mars 2018. La protectrice du citoyen a rapporté des manquements graves dans la façon dont le gouvernement qui a voté la loi et avait à l'application de la loi, le soutien et les outils qu'il a accordés aux employés à qui il incombait la responsabilité d'interpréter et d'appliquer la loi. Ce qu'on constate, c'est que toute cette mise en œuvre-là a été un gâchis. C'est un gâchis signé libéral. C'est le même gâchis des 15 dernières années, Monsieur le Président. S'il vous plaît. Première complémentaire. Encore une fois, votre attention à ceux et celles qui ont le droit de parole à cet instant même. Il s'agit du député de Lapinière en première complémentaire. Hier, en point de presse, Monsieur le Président, on a vu le président du Conseil du Trésor extrêmement mal à l'aise et on le comprend.
sur la promotion de Mme Masse en 2019. La recommandation au Conseil des ministres a été défendue par son collègue, ce qui l'a mis, lui et tous ses collègues du Conseil des ministres, dans l'embarras. Est-ce qu'il s'attend qu'au moins là, parce qu'il n'est pas capable de le faire en temps opportun ailleurs, à des excuses de son collègue ministre de l'Agriculture? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, écoutez, Monsieur le Président, j'apprécie énormément la question, comme à l'habitude, de mon collègue de Lapinière. C'est toujours un plaisir de répondre à ces questions. Et je dirais qu'il m'est apparu très important hier de spécifier comment le gouvernement, notre gouvernement, était mal à l'aise par rapport à tout ce qui s'était passé durant cette période-là. Mon collègue de l'Agriculture vient de préciser les dates et je pense qu'il est très important que toute la population se rende compte du moment où ça s'est passé. Pour ce qui est des nominations, pour ce qui est de tout ce qui est arrivé, je pense que je vais laisser au cours des prochaines semaines le temps au Conseil du Trésor de faire l'analyse que nous faisons présentement, qui nous a été demandée par le Deuxième bureau du Premier complémentaire, Monsieur le député de Lapinière, à vous la parole. Monsieur le Président, en 2019, la réalité, c'est que le président du Conseil du Trésor est le haut dirigeant qui a la responsabilité ultime de l'application de la loi sur les lanceurs d'alerte. Et j'ai une question très simple. Devant tant d'incompétence, de négligence, d'un rapport aussi accablant, en tant que haut dirigeant, s'il était dans une entreprise privée ou dans une grande organisation comme la Caisse, ne serait-il pas de son devoir d'aller voir son patron et de recommander le congédiement de son collègue? Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Alors, Monsieur le Président, je pense que si je regarde bien le rapport qu'on a eu du protectrice du citoyen hier, l'incompétence est beaucoup plus du côté du Parti libéral qui n'avait pas fait, je m'excuse, Monsieur le Président, qui n'avait pas mis en place l'encadrement nécessaire pour les employés. Nous avons reçu le mandat très clair de réengager M. Robert. C'est ce que le Conseil du Trésor va faire dans les règles de l'art au cours des prochaines semaines. Nous avons déjà communiqué avec le syndicat hier pour enclencher la procédure. Merci. Question principale, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, j'ai cherché hier dans le dictionnaire la définition du mot « entêtement ». Fait de persister dans un comportement volontaire sans tenir compte des circonstances. Depuis le dépôt du projet de loi sur l'immigration, jamais le ministre de l'Immigration n'a été capable d'expliquer de manière crédible pourquoi il abandonnait 18 000 dossiers qui vont toucher 50 000 personnes. Il n'a pas changé sa position d'un iota, malgré la Cour, malgré les avocats, malgré les experts, malgré les oppositions, malgré l'aspect économique, malgré sa propre hausse des seuils et surtout malgré l'impact humain. Monsieur le Président, un comportement volontaire sans tenir compte des circonstances. Est-ce que le ministre peut reconnaître qu'il a fait preuve d'un total entêtement? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, pourquoi est-ce qu'on dépose le projet de loi 9 et pourquoi est-ce qu'on rembourse les 18 000 dossiers? Monsieur le Président, l'intérêt public commande de rembourser les dossiers. Il est fondamental pour la société québécoise et c'est un des objets de la loi 9, loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes, que le Québec puisse sélectionner son immigration qui répond aux besoins du marché du travail. Nous devons avoir une adéquation entre le profil des individus que le Québec sélectionne pour immigrer au Québec. Dans l'ensemble des régions au Québec, il y a une pénurie de main-d'œuvre, il faut y répondre et l'immigration peut constituer une solution. C'est pour cette raison, dans un souci d'assurer la prospérité socio-économique, de l'intérêt public de la nation québécoise, que nous remboursons les 18 000 dossiers. Il est fondamental pour la société québécoise qu'elle puisse choisir son immigration en lien avec ses besoins. C'est pour cette raison, dans un souci de prendre en compte l'intérêt public, que nous remboursons les dossiers. Monsieur le Président, j'espère que la collègue de Saint-Henri-Sainte-Anne le comprend. Première complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, à vous seule la parole. Monsieur le Président, les 18 000 dossiers pourraient être traités en même temps que traiter les nouveaux dossiers dans le nouveau système ARIMA. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Le ministre nous parle de l'intérêt public. Comment définit-il l'intérêt public quand personne à l'extérieur vous a demandé au ministre de faire
l'abandon des 18 000 dossiers. Quand personne n'a demandé, au contraire, les experts, les avocats sont prononcés contre l'abandon des 18 000 dossiers. Alors, quand il nous parle d'intérêt public, comment est-ce qu'il le définit? Est-ce que c'est lui-même qui le définit tout seul? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, le Parti libéral a une définition particulière de l'intérêt public. La définition que j'ai de l'intérêt public, c'est d'être au service des Québécois et de s'assurer que la société québécoise puisse prendre soin des personnes immigrantes que l'on sélectionne. D'avoir un taux de surqualification de 59 % chez les personnes immigrantes qui sont ici depuis moins de 5 ans, c'est totalement inacceptable. L'absence de soutien, l'absence d'accompagnement sous le gouvernement du Parti libéral qui avait cours pour les personnes immigrantes, c'est terminé. Nous changeons cela. Et ça vise à faire en sorte que le Québec puisse s'assurer de vivre une prospérité socio-économique en sélectionnant son immigration. C'est ça l'intérêt public, c'est ça l'objet du projet de loi, et le Québec a le droit et le devoir de Deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Oui, Monsieur le Président, la définition de l'intérêt public de la part du ministre fait défaut, à mon avis. Je vais lui citer Raymond Aron. Raymond Aron disait qu'en politique, il y a deux manières de voir les choses. Il faut choisir entre le préférable et le détestable. Clairement, sur cet enjeu, le ministre a fait son camp et ce n'est pas le préférable qu'il a choisi. Ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, moi, je fais le choix du Québec. Je fais le choix aussi de mieux accompagner et mieux accueillir les personnes immigrantes. Le projet de loi vise à s'assurer de déployer des ressources pour que les personnes immigrantes, dès le dépôt de leur demande, soient accompagnées en vue d'une intégration réussie au Québec, notamment en matière d'employabilité, notamment en matière de francisation. La vérificatrice générale du Québec l'a dit, sous le gouvernement libéral, il y avait des immenses lacunes en matière d'immigration. On corrige la situation, on va améliorer la structure du système d'immigration dans l'intérêt public. Pour la nation québécoise, c'est fondamental d'avoir les leviers qui vont permettre d'assurer une intégration réussie, et ça passe et ça commande par le remboursement des 18 000 dossiers. Question principale, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture est entré en poste en octobre 2018. Hier, il nous a dit qu'il n'était pas là durant l'affaire Louis Robert. Voici donc la liste des choses qui se sont passées pendant que le ministre est en poste. 1. Louis Robert a été congédié. 2. Le ministre s'est vanté que c'était sa décision. 3. Le ministre a porté atteinte à la réputation de Louis Robert en insinuant qu'il y avait d'autres choses dans le dossier qu'on ne savait pas. Le ministre a échoué son test de leadership. Le ministre a échoué son test de crédibilité. Le premier ministre a dû s'excuser pour lui. C'est gênant. Le premier ministre aura une décision à prendre. Maintenant, c'est un test de leadership pour lui. Monsieur le premier ministre, la parole vous appartient à vous seul. Monsieur le Président, le ministre de l'Agriculture a fait confiance à son sous-ministre. Son sous-ministre lui a dit que le dossier a été géré de façon correcte. Or, ce que nous a appris hier la protectrice du citoyen, c'est que le dossier a été mal géré. Donc, Monsieur le Président, je pense que le chef de la troisième opposition sait comment fonctionne un gouvernement. Les décisions administratives sont prises par les sous-ministres. Dans ce cas-ci, le sous-ministre nous a remis sa démission. On l'a accepté. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Première complémentaire, s'il vous plaît, la parole n'appartient qu'au chef du troisième groupe d'opposition. Votre collaboration. Monsieur le Président, parce que je connais la fonction, je connais le concept de responsabilité ministérielle. Le premier ministre a décidé de retirer de son conseil des ministres la députée de Châteauguay, prétextant des problèmes de communication. Il décide de garder le ministre de l'Agriculture qui a congédié un lanceur d'alerte et qui a induit en erreur les journalistes et la population. De son siège, le premier ministre et son équipe dans l'opposition ont demandé la démission de Jacques Daou et de David Hurtel. Pourquoi aujourd'hui, ça serait différent maintenant qu'il est assis de ce côté de la Chambre? Je vous demanderai juste avant de faire et d'être prudent. On ne peut pas prononcer le terme d'induire en erreur. Soyons prudents sur les propos et la façon de faire, s'il vous plaît. Monsieur le premier ministre, en réponse. Monsieur le Président, je regrette de contredire le chef du troisième groupe d'opposition, mais c'est la responsabilité d'un sous-ministre. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît, une seule personne a la parole, je le rappelle. Vous souhaitez entendre les réponses? Moi, je souhaite l'entendre également. S'il vous plaît.
Monsieur le Premier ministre, poursuivez. Monsieur le Président, ce n'est pas la prérogative d'un ministre, que ce soit à l'agriculture ou dans n'importe quel ministère, d'aller voir si les mesures administratives concernant les employés du ministère ont été bien suivies. Dans le cas de M. Dion, M. Dion a dit au ministre que les méthodes, que le processus avait été suivi. Ce n'était pas le cas. Donc, deuxième complémentaire, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, si c'est la faute du sous-ministre, pourquoi c'est le premier ministre qui doit s'excuser? Pourquoi le premier ministre oublie la responsabilité ministérielle? La première chose qu'on apprend lorsqu'on devient ministre. Et en ce sens, il m'apparaît que tous les tests ont été manqués. Est-ce qu'il va conserver le ministre de l'Agriculture à son poste? Sinon, c'est sa décision, c'est son test de leadership, il sera jugé là-dessus. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, oui, j'ai complètement confiance en mon ministre de l'Agriculture. Maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, Monsieur le Président, le sous-ministre a la responsabilité de s'assurer que les processus administratifs soient bien suivis. On ne parle pas d'une décision qui aurait dû être prise ou contredite par le ministre. Donc, Monsieur le Président, le sous-ministre remet sa démission. Donc, il y a une conséquence, et je pense que c'est la bonne conséquence. Question principale. Maintenant, la parole appartient à la chef du deuxième groupe d'opposition. Madame, nous sommes attentifs à votre question. Merci, Monsieur le Président. Depuis le début de la session parlementaire, je suis en mission pour convaincre le Premier ministre qu'il faut prendre les bonnes décisions en matière de lutte au changement climatique. Je ne sais plus combien de questions j'ai posées à ce sujet-là. Il m'a toujours répondu, grosso modo, à peu près la même chose. Manon, on va les réduire, les GES, mais ailleurs dans le monde, avec du gaz naturel. Quand même, il a poussé le bouchon un peu, ça, là. En fait, plusieurs de ces engagements vont augmenter au Québec les GES. Dans son premier budget, il trouve 325 millions de dollars, d'argent neuf d'ailleurs, pour commencer les travaux du troisième lien. Mais il ne trouve pas un seul expert pour l'appuyer là-dessus. Il nous dit que GNL Québec va effacer 7 millions de tonnes d'émissions de GES par des gains ailleurs dans le monde, mais il refuse de me le prouver. Il a balayé du revers de la main ma proposition de retirer du marché les claims d'exploration pétrolière et gazière de la péninsule gaspésienne. D'ailleurs, cette proposition-là, ça ne coûterait pas une scène au Québec. Ça éviterait un deuxième anticosti. Pas de réponse. Sur l'immigration et la laïcité, le premier ministre veut tellement aller vite, par contre, qu'il bâillonne les oppositions sans justifier l'urgence d'agir. Peut-il nous expliquer pourquoi, en 8 mois, il n'a pas été capable de présenter une action convaincante pour le climat et, au début, aucun plan d'action? Peut-il me le dire? Je vous rappelle simplement que vous ne pouvez vous appeler que par votre titre, même si on parle de soi-même, petite règle que l'on connaît. C'est pas dramatique, mais c'est quand même ça. Je vous le dis seulement à titre de rappel. Réponse, s'il vous plaît, Monsieur le Premier ministre. Toute l'attention est portée sur votre réponse. Monsieur le Président, bon, d'abord, je voudrais prendre quelques secondes pour répéter à la chef du deuxième groupe d'opposition que notre objectif, ça devrait être de réduire les GES sur la planète. Parce qu'on vit tous sur la même planète. Et oui, si on est capable, avec l'hydroélectricité ou avec le gaz liquéfié, de réduire les GES sur la planète, c'est bon pour nous, c'est bon pour la planète. Maintenant, Monsieur le Président, je l'ai répété à plusieurs reprises, mon collègue, le ministre de l'Environnement, est en train de préparer un plan. La chef du deuxième groupe d'opposition voudrait que ça soit avant le 1er octobre 2020. Je trouve qu'elle manque d'ambition. Notre plan va être déposé bien avant le 1er octobre 2020. Il n'y aura jamais un gouvernement qui va avoir aussi investi que nous dans le domaine du transport en commun. Donc, Monsieur le Président, on va faire des efforts. On va réduire les GES. On ne va pas juste avoir des belles paroles. On va agir et on va avoir un plan qui est très concret. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Mais l'objectif, c'est 45 Monsieur le Premier ministre. C'est pas moi qui le dis, c'est le GIEC. Votre plan, il risque d'en avoir à peu près 37,5.
La science nous dit que GNL Québec, le troisième lien, la poursuite de l'exploration pétrolière et gazière vont augmenter nos émissions. Réduire la planète, certes, mais pas augmenter au Québec. Sans regarder la réponse des lobbyistes, pouvez-vous me dire qu'ils ne vont pas émettre plus au Québec? Monsieur le Premier ministre, et je vous demande de vous adresser à la présidence. Monsieur le Président, si on augmente les GES de 7 millions de tonnes dans l'Ouest canadien, puis qu'on réduit les GES en Europe de plus de 20 millions de tonnes, moi, je suis content. La chef de Québec solidaire n'est pas contente. Bien, on n'a pas la même définition de réduire les GES sur la planète. Je pense que ça fait assez de fois, je le répète, on a un différend. Je l'accepte, puis je vis très bien avec notre position. Deuxième complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Écoutez, ça m'a jamais été démontré, cette affaire-là. Il me dit si je démontre, j'attends toujours ça. Mais l'enjeu, là, c'est que moi, je parle pas juste de GNL Québec, je parle du troisième lien. Le troisième lien, c'est prouvé, ça va augmenter les GES. Je ne parle pas juste de GNL Québec, je parle d'exploration et d'exploitation gazière. Ça aussi, ça va augmenter. Alors, la planète, Monsieur le Premier ministre, est-ce qu'elle peut attendre encore 4 ans, vous pensez? Monsieur le leader du gouvernement. Président, ça doit faire au moins 3 fois que vous dites à la chef du deuxième groupe d'opposition de s'adresser à vous lorsqu'on pose une question. J'aimerais que ça s'applique. Je vous rappelle cette règle, elle est pour nous tous. On s'adresse à la présidence. Merci, Monsieur le Premier ministre. Veuillez poursuivre. Monsieur le Président, tous les députés de Québec solidaire ont été élus dans des grandes villes. C'est possible. C'est possible. Monsieur le leader du deuxième Québec, groupe d'opposition officielle, s'il vous plaît. J'aimerais indiquer... Monsieur le leader, s'il vous plaît, la parole appartient pour... Je m'excuse, s'il vous plaît. Pour l'instant, la parole appartient au leader du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le leader? Ben, en fait, S'il vous plaît. Quelqu'un debout, probablement qui veut parler. On va l'écouter. Vous avez un flair, Monsieur le Président, à tout casser. Je veux en effet parler pour rappeler au Premier ministre qu'il ne peut induire la Chambre en erreur et que la députée de Rouyn-Noranda-Témiscamingue a une circonscription qui est à plus de 90% rurale. Il est donc inexact de soutenir que l'ensemble des députés de la deuxième opposition ont été élus dans une grande ville. S'il vous plaît, écoutez, on n'en fera pas. Monsieur le leader du gouvernement, je demande à Monsieur le Premier ministre, de poursuivre. Monsieur le leader du gouvernement. Le député de Gouin fait une question de règlement et il dit que le premier ministre ne peut pas induire la Chambre en erreur. Alors, lui-même, dans sa question de règlement, soulève une question de règlement. Il ne peut pas dire ça dans sa question de règlement, Monsieur le Président. Et, écoutez, Rouyn-Noranda est une grande ville. Moi, je ne souhaite pas qu'on diminue le poids des régions ici à l'Assemblée nationale et le poids de Rouyn-Noranda. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non. Monsieur, j'en vois qui frappent sur les bureaux. Je n'accepte pas ça, peu importe les circonstances. Je pense que je me fais bien entendre, puis je pense que vous reconnaissez. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de poursuivre. Monsieur le Président, je veux rappeler ou apprendre à Québec solidaire que le Québec, c'est grand, que le monde rural, ça existe au Québec, puis que dans le monde rural, il n'y a pas assez de densité pour mettre du transport en commun. Il va falloir continuer d'avoir des autos. On va s'assurer que le plus possible, ça soit des autos électriques. Mais pour faire circuler des autos, ça prend des routes. Puis oui, on va continuer d'investir dans les routes. Question principale, je vous demande encore une fois de laisser la parole à la députée de Marguerite Bourgeois. Monsieur le Président, c'est un jour triste aujourd'hui. Je trouve très pertinent de me référer à l'une de nos plus éminentes juristes, reconnue internationalement, l'honorable Louise Arbour, qui nous rappelait à juste titre, et je cite, « Il faut garder à l'esprit à quel point il est facile de restreindre la liberté des autres, surtout lorsque cette initiative ne coûte rien à celles et ceux qui la préconisent. » D'autres politiciens dont le ministre se réclame ont eu, comme lui, à faire face aux mêmes défis législatifs. Mais ses prédécesseurs ont su écouter, discuter, prendre le temps nécessaire et rassembler. C'est comme cela, Monsieur le ministre, qu'un politicien peut espérer
passer à l'histoire. Aujourd'hui, le ministre impose un projet de loi qui suspend des libertés, restreint l'accès à l'emploi, recourt à la disposition de dérogation pour empêcher l'application des chartes des droits et libertés. Est-ce vraiment de cette façon que le ministre veut passer à l'histoire? Monsieur le ministre de l'Immigration, silence, s'il vous plaît. Monsieur le Président, ce qu'on fait avec le projet de loi sur la laïcité de l'État, c'est ce qui est désiré par la nation québécoise. Le fait de s'assurer, Monsieur le Président, que nos institutions, l'État et les religions, ça soit séparé. Ça, je pense que c'est fondamental. De faire en sorte aussi, Monsieur le Président, que les personnes en situation d'autorité ne portent pas de signes religieux, que les policiers, lorsqu'ils interceptent quelqu'un, ils ne portent pas de signes religieux. Le Parti libéral est en désaccord avec ça. Monsieur le Président, ça leur appartient, je respecte leur opinion. Ce n'est pas la volonté des Québécois, par contre. Le gouvernement a entendu cette volonté-là et c'était un de ses engagements et nous respectons nos engagements. L'autre point dans le projet de loi, Monsieur le Président, c'est de faire en sorte que les services publics soient donnés et reçus à visage découvert. Et dans le cadre du projet de loi, Monsieur le Président, ce que nous faisons, c'est que nous inscrivons la laïcité de l'État dans la Charte des droits et libertés de la personne. Parce que les citoyens québécois ont le droit d'avoir des services publics laïques, ont le droit d'avoir un État qui est laïque. C'est fondamental, Monsieur le Président. Le Québec deviendra laïque avec l'adoption du projet de loi. Vous devriez vous joindre à nous. Première complémentaire. Vous souhaitez assurément entendre la question de la députée Marguerite Bourgeois, j'imagine. Quand nous avons toute l'ambition et les prétentions de changer profondément la société et y laisser sa marque, il faut être à la hauteur du défi que cela représente et exige. Pour y arriver, l'écoute, la profondeur des échanges et l'ouverture doivent être à la hauteur des objectifs. Le ministre est-il fier de son legs pour la démocratie? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je suis extrêmement fier d'avoir eu l'opportunité de déposer le projet de loi 21, la loi sur la laïcité de l'État. Monsieur le Président, je pense que nous devrions tous être fiers en cette Assemblée qu'enfin on peut s'inscrire dans nos lois que l'État et les religions, c'est séparé. Parce que j'ai entendu des collègues du Parti libéral nous dire « l'État québécois est déjà laïque ». C'est faux, Monsieur le Président. Jamais une formation politique n'avait déposé un projet de loi pour inscrire que l'État québécois, il est laïque. Et c'est ce que nous faisons. Le projet de loi va assurer un équilibre entre les droits individuels et les droits collectifs de la nation québécoise. Ça fait 10 ans qu'on débat du dossier de la laïcité. Le gouvernement prend ses responsabilités, respecte ses engagements et deuxième complémentaire, Madame la députée de Marguerite Bourgeois. Monsieur le Président, je suis profondément troublé et bouleversé par le contenu du projet de loi, mais aussi par la rapidité et la superficialité imposées par le processus bâclé du ministre. Bravo. Faire du droit nouveau, comme il se plaît à le dire, modifier les chartes des droits et libertés, introduire 2 dispositions de dérogation avec un bâillon pour ajouter l'insulte à l'injure, c'est comme cela que le ministre conçoit la démocratie? Le ministre ne reconnaît-il pas qu'il se situe du mauvais côté de l'histoire? Bravo. Monsieur le ministre de l'Immigration, non, s'il vous plaît, on se garde un peu de gêne et on se calme. On est attentif à la réponse du ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, je n'ai pas la prétention d'évaluer de quel côté de l'histoire que je vais être, mais une chose qu'on fait, Monsieur le Président, c'est que le gouvernement travaille dans l'intérêt des Québécois. Peut-être que le Parti libéral n'est pas habitué à ça, mais nous répondons aux engagements que nous avons pris. Monsieur le leader du gouvernement, de l'opposition officielle. Président, le leader du gouvernement fait comme d'habitude dans ce dossier-là. Il impute des motifs. Nous représentons un pourcentage important de la population. Il représente 37 % de la population. Et il sait très bien que ce n'est pas tous les Québécois qui pensent comme lui, mais une partie des Québécois qui pensent comme lui. Monsieur le ministre, veuillez poursuivre dans votre réponse. Monsieur le Président, est-ce que la députée de Marguerite Bourgeois et l'ensemble des collègues du Parti libéral sont en désaccord avec le fait d'inscrire la laïcité dans la Charte des droits et libertés de la personne? Ne pense-t-il pas que dans notre société, la laïcité, c'est une valeur fondamentale de la société québécoise? J'aimerais qu'ils le disent à la population. Vous êtes en désaccord avec la laïcité de l'État. Vous ne voulez pas que ça constitue un droit pour les Québécois? Pourquoi vous ne voulez pas que ça soit un droit pour les Québécois? La question appartient maintenant. Je vous demande votre attention et de respecter ceux et celles qui posent des questions et répondent. Cette fois-ci, Madame la députée de Marie-Victorin, votre principale.
Monsieur le Président, la CAQ promettait un seul rapport d'impôt pour les Québécois, mais Justin Trudeau a rejeté du revers de la main cette demande du premier ministre. La CAQ promettait qu'elle irait chercher chaque sou pour l'accueil des demandeurs d'asile, mais on entend entre les branches qu'il manquerait 100 millions de dollars dans la compensation en voie d'être envoyée. La CAQ promettait que la Voix du Québec serait entendue pour assurer le respect de nos évaluations environnementales dans le cadre du projet de loi C-69, mais le Canada s'apprête à rejeter les amendements suggérés. La CAQ promettait que l'Assemblée nationale pourrait proposer elle-même les juges québécois à la Cour suprême, mais le gouvernement a seulement obtenu la possibilité de nommer 2 membres du comité sur 8. Et ça, c'est sans parler des revendications de leur plan nationaliste envers le Canada, qui sont toutes au point mort. Le gouvernement peut-il nous dire s'il va se contenter de si peu ou s'il va respecter ses engagements envers les Québécois et défendre leurs intérêts haut et fort? Madame la ministre de la Justice, nous sommes attentifs à votre réponse. Bien, merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma réponse va être certainement très intéressante à écouter. Depuis le début de notre mandat, nous nous sommes positionnés comme un gouvernement nationaliste. Les Québécois, en octobre dernier, ont fait le choix de ce gouvernement nationaliste, un gouvernement qui allait défendre à l'intérieur du Canada ses compétences, les compétences du Québec. Et c'est ce que nous faisons. Je comprends que ça entache un peu l'argumentaire pour la souveraineté parce qu'on a des succès et des gains. Petit train va loin, je pense qu'on connaît. S'il vous plaît. Je pense qu'on connaît cette expression, Monsieur le Président. Allez-y, Madame la ministre. Ça va? Merci. Oui, je m'excuse. Je demande aux membres de cette Assemblée de faire preuve de décorum quand la ministre de la Justice répond. Je vous rappellerai pour l'ensemble, s'il vous plaît, Monsieur le chef du troisième groupe d'opposition, on écoute. Vous aurez l'occasion d'échanger, assurément. Veuillez poursuivre, Madame la ministre. Troisième. Monsieur le Président, alors là où c'est clair, c'est que c'est le mandat qu'on a eu d'agir de cette façon-là. On a eu des gains en matière du processus du juge de la Cour suprême. Le Québec, de façon historique, maintenant, participe au processus. Nous allons avoir des gains en matière d'emploi. Nous aurons des gains en matière d'immigration. Je vous le dis, Monsieur le Président, nous travaillons pour défendre nos compétences et nous le faisons adéquatement. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, justement, le Québec était dans une position de force face au Canada. On avait un gouvernement nationaliste fort qui venait d'être élu, avec une élection canadienne qui arrivait à grands pas. La CAQ ne nous fera pas croire qu'ils sont satisfaits de si maigres avancées avec le Canada dans ce contexte qui aurait pourtant dû être idéal pour leur demande nationaliste. Maintenant que votre plan A prend l'eau, c'est quoi votre plan B? Madame la ministre de la Justice. Monsieur le Président, le plan A demeure le même, celui qu'on a depuis le début de notre mandat, c'est-à-dire de discuter, de négocier et d'obtenir les gains que nous obtenons un à un. L'option de la souveraineté a été rejetée par les Québécois. Je pense qu'il faut travailler justement à se réunir tous ensemble et non pas se diviser face au Canada pour obtenir plus de gains. Nous faisons ce que nous avons à faire, nous sommes en discussion et nous obtenons les gains que nous devons obtenir. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, je vous représente une nouvelle fois le tableau didactique des demandes du nouveau projet nationaliste de la CAQ. On sait, ce plan-là devait permettre aux Québécois de disposer de plus de pouvoir et d'autonomie à l'intérieur du Canada. Monsieur le Président, je veux bien être de bonne foi, mais la réalité, c'est que 8 mois plus tard, malgré un contexte idéal, on ne peut même pas cocher une seule case de revendication. La CAQ peut-elle nous dire si elle a bel et bien envoyé ce plan au Parti canadien et si oui, on-t-il au moins renvoyé un accusé de réception? Madame la ministre de la Justice. Vous savez, Monsieur le Président, je pense qu'on n'a pas la même vision des progrès qu'on fait, de la même vision, moi et la députée de Marie-Victorin, de la façon dont on travaille. Quelle a-t-elle à suggérer autre la souveraineté qui a été clairement, positivement rejetée par les Québécois? Alors, nous travaillons avec les outils que nous avons et nous obtenons des succès qui n'ont pas été obtenus depuis plusieurs années. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, le ministre délégué à la Santé veut interdire aux 18-21 ans de posséder du cannabis. Il veut interdire de fumer du cannabis en public. Il veut essayer, good luck, d'empêcher la consommation de cannabis dans les grands festivals. Il veut interdire la possession dans les universités pour tout le monde. Puis ça presse, Monsieur le Président, c'était la grande priorité de la CAQ. Mais pour les garderies en milieu familial, il refuse de changer sa loi. On peut consommer du cannabis sur place, dans les garderies, pendant que les enfants sont là. On peut préparer une batch de muffins aux potes. On peut s'asseoir à la table puis manger la douzaine au complet, légalement, pendant que les enfants sont là.
Tranquille, les amis. Papa cherche sa recette de brownies. Monsieur le Président, il y a un problème dans la loi. Il faut le régler tout de suite. Ça n'a pas de sens qu'on puisse consommer du cannabis dans les garderies en milieu familial. Pourquoi il s'entête? Pourquoi il ne règle pas ça tout de suite? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, nous sommes attentifs également, tout le monde, à votre réponse. Évitez de vous interpeller. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, le problème, c'est que c'est leur loi. Alors, je ne comprends pas de quoi le député de Pontiac m'accuse. S'il vous plaît. C'est leur loi. Maintenant, ce qu'il évite de dire dans tout ça, c'est que les changements qu'il a proposés, c'est de changer la loi de fumer à consommer et d'interdire de consommer dans une résidence privée. Deux changements majeurs à la loi, Monsieur le Président. Deux changements qui demanderaient de réécrire la loi au complet, Monsieur le Président. Après 70 heures de travail, on est rendu à l'article 7, Monsieur le Président. Non, je m'excuse. Peut-être que j'entends plus fort que ce que vous entendez vous-même. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, de laisser le ministre répondre. C'est la période de réponse du ministre. Merci. Dans une loi qui compte plus de 200 articles, si on recommence le processus au complet, ça nous prend plus de 2000 heures, plus que 3 ans, Monsieur le Président. Où est-ce qu'on s'en va? Impossible. Impossible. Okay, non, écoutez, est-ce que je me suis mal fait comprendre? Est-ce que je me suis mal fait comprendre ou c'est même regardé? S'il vous plaît. Alors, je vous demande encore une fois d'être attentif à la réponse du ministre. Je vous redonne la parole et je vous demande votre attention. Heureusement, dans leur loi, ils ont laissé un pouvoir réglementaire qui nous permette de changer ceci. Dès le début, je lui ai dit que j'allais le changer. J'ai fait des concessions. On va le changer le plus rapidement possible. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pense qu'il y a quelqu'un qui s'inquiète plus des enfants ici que moi? Première. OK. Je vous invite à reprendre votre souffle. Monsieur le député de Pontiac, votre complémentaire, nous sommes attentifs. Président, le ministre vient de nous dire que c'était trop d'ouvrage pour lui. Franchement, le ministre il nous dit « je vais former un comité aviseur ». Ils ne sont même pas nommés encore, ces gens-là. Ensuite, il va réunir le comité aviseur. Il va demander à son comité aviseur des recommandations pour savoir tous les endroits où il devrait interdire la consommation. Quand ils vont avoir fini avec tout ça, les fonctionnaires vont écrire un règlement, le ministre va en débattre avec ses collègues, puis après, peut-être la consommation va être interdite dans les garderies en milieu familial. Ça ne tente pas de régler ça tout de suite, ça ne tente pas de travailler avec nous autres, ça ne tente pas de travailler avec la loi qui est Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, encore une fois, attention à la réponse. Monsieur le Président, je suis un peu déçu parce que je trouvais qu'on travaillait bien ensemble jusqu'à présent, mais clairement, ça ne semble pas être le cas. Alors, vous voulez savoir des choses qui n'ont pas été faites? Légalisation du cannabis, pas de projet éducatif, pas de projet de prévention, pas de projet pour les écoles, aucun moyen de... Les gens viennent et disent qu'au Québec, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on consomme quand on consomme du cannabis. Tout ça, je suis en train de le faire maintenant, Monsieur le Président. Tout ça va être prêt le plus tôt possible. Il faudrait juste que la loi puisse passer le plus rapidement possible. Il nous reste une petite demi-journée, Monsieur le député de Pontiac. Allons-y! Deuxième. S'il vous plaît, deuxième complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, depuis le début, le ministre a 2 slogans. Le cannabis, c'est pas banal, puis on fait ça pour protéger les enfants. Mais il n'y a pas un parent au Québec qui pense que consommer dans une garderie, c'est banal. Il n'y a pas un parent au Québec qui pense que ça protège les enfants. C'est le ministre, Monsieur le Président, qui est en charge de l'encadrement du cannabis au Québec. C'est lui. C'est pas ses fonctionnaires, c'est pas son comité aviseur, c'est pas l'ancien gouvernement, c'est pas son leader, c'est pas sa ministre en titre. C'est lui qui prend les décisions. Il serait temps qu'il en prenne une. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, silence, réponse. Encore une fois, Monsieur le Président, c'est leur loi. Moi, je travaille avec leur loi. J'essaie d'améliorer leur loi. Sur un article, sur un article, ils veulent resserrer. Sur l'autre article, ils veulent desserrer. Desserrer. Alors, Monsieur le Président, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment améliorer la loi. Bon. Monsieur le leader du gouvernement, de l'opposition officielle, s'il vous plaît, continuez. Ce qui nous reste, c'est vraiment travailler ensemble le plus rapidement possible pour améliorer les choses pour nos enfants, pour nos plus vulnérables, protéger la santé mentale de nos enfants. En bout de ligne, Monsieur le Président, ce qui compte, là, c'est l'avenir et aider les jeunes adultes. En terminant.
à améliorer leur qualité de vie pour tous. Question principale. Madame la députée de Saint-Laurent, tous attentifs. Monsieur le Président, habituellement, le samedi, j'ouvre mon bureau quand je ne suis pas en bâillon. Et les gens viennent nous voir, notamment des étudiants, dont une de Chambly, et qui est étudiante à la TÉLUQ, et qui se pose plusieurs questions, comme d'autres centaines d'étudiants qui nous écrivent pour savoir qu'est-ce qui se passe. Il y a eu un référendum au mois de mai, parce que le syndicat pardon, pas le syndicat, mais l'association des étudiants de la TÉLUQ posait la question aux étudiants, est-ce qu'on devrait aussi prendre part au débat qui oppose le syndicat des chargés, des tuteurs, ainsi que le professeur et l'université. Alors, il y a eu tout un débat. Les étudiants dans ce groupe Facebook, plusieurs ont été même sortis du groupe Facebook. Et une étudiante m'a fait part de la chose suivante avec des captures d'écran. Elle veut savoir, un des employés qui a été engagé par le ministre le 6 mai dernier est toujours administrateur de ce compte Facebook. Est-ce que c'est lui qui répond? Est-ce qu'il se magasine comme son premier ministre une plainte syndicale? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, par rapport au conflit qui se passe à la TÉLUQ en ce moment versus les gens qui sont chargés de faire de l'encadrement et de la correction des travaux, je peux vous dire que le gouvernement est au travail pour accompagner cette négociation-là. La TÉLUQ est une institution importante, une université qui dessert de nombreux étudiants et de belle façon, avec une méthode pédagogique innovante, l'idée de pouvoir faire des cours de manière asynchrone. Donc, il faut effectivement qu'on en vienne à une entente. Mon collègue, le ministre du Travail, accompagne la TÉLUQ pour cette négociation. Je suis confiant qu'on va arriver bientôt à un règlement. Merci. Cela me fait la période de questions et de réponses orales. Merci.